y estamos con el profesor François Host, que nos visita desde Bélgica, desde este país que ha producido cosas muy interesantes para el derecho, y para ello nos encontramos presentes. Buen día, soy Miriam Chaverría, estudiante de la Facultad de Economía, y estoy muy contenta de participar en esta entrevista. Muy bien, pues su servidor Carlos Ariel Lim, y el día de hoy pues cedemos la palabra al profesor François Host para que nos pueda decir un poco de su trayectoria. La dinámica muy sencilla: yo hablo en español, nuestra compañera Miriam nos traduce y el profesor nos va a contestar. Profesor, bienvenido. Merci, merci de votre accueil, et je suis très heureux de participer à ce dialogue concernant certaines hypothèses que j'ai eu l'occasion de formuler et qui gagnent beaucoup à être confrontés dans le monde global qui est le nôtre à des réalités différentes et des enjeux politiques différents. Et donc depuis 24 heures que je suis au Mexique, je me rends compte combien il est nécessaire, à l'époque du droit global, de voyager pour prendre en compte ces réalités d'une théorie qui doit éviter d'être une théorie en chambre. Bien, profesor, en primera instancia, En primer lieu, queremos saber cuál es la situación. nous voulons savoir quelle est la situation du droit au Belgique. Así es. ¿Cómo está el derecho en Bélgica? ¿Qué hay? ¿Qué sean La las situation actuelle du novedades? droit Oui. à la Belgique. Écoutez, je ne vais pas vous parler des problèmes linguistiques de Belgique, qui est un État qui a des difficultés à développer son fédéralisme. C'est d'ailleurs une situation plus générale en Europe. Vous avez vu aussi bien l'Écosse qui a failli obtenir son autonomie il y a quelques semaines. C'est la situation de la Catalogne, c'est la situation de l'Italie du Nord. Donc nous voyons que toute une série de vieux États européens sont travaillés par des mouvements séparatistes. Mais bon, je suppose que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Je dirais que la situation du droit en Belgique est assez typique de celle d'autres pays occidentaux, c'est-à-dire des pays qui ont un modèle juridique hérité de la grande tradition positiviste, codificatrice des codes Napoléon, et qui est confronté aujourd'hui à la réalité d'un monde qui devient un monde global et fortement dominé par les marchés. Et donc ça pose aux philosophes du droit, aux théoriciens du droit, la question des modèles de pensée utiles pour rendre compte de ces transformations très rapides de l'état et du droit. En quelle chose vous pensez que la Belgique est très innovateur avec les droits ou la théorie du droit? Est-ce que la Belgique est innovatrice sur le plan du droit et de la théorie du droit? Sur le plan du droit, je dirais que la Belgique est un petit laboratoire de l'Europe parce que donc elle comporte deux nations, la nation flamande et la nation francophone wallonne, et de ce point de vue-là, elle a toujours été un bon laboratoire pour faire l'expérience que l'Europe tout entière doit faire. Et d'ailleurs, les Belges ont toujours été parmi les premiers moteurs et fondateurs de l'Union européenne de ce point de vue-là. Mais du point de vue alors de la théorie du droit, la Belgique a toujours une chance, c'est que depuis toujours, les études de droit en Belgique comportent de nombreux cours de sciences humaines et sociales et de philosophie du droit. Ce qui fait que depuis des décennies, contrairement à la France, s'est développé en Belgique un enseignement interdisciplinaire du droit et des écoles de théorie du droit assez développées. Et donc ce n'est pas un hasard si la pensée juridique belge est moins positiviste que la pensée juridique français, c'est tout simplement parce que depuis des décennies, les étudiants qui deviennent les futurs praticiens ont été confrontés à des enseignements qui ouvrent le droit sur les sciences humaines et sociales. Profesor, una pregunta. Usted tiene un libro llamado Elementos para una teoría crítica del derecho.
donde usted plantea una idea de el derecho como una dialéctica, como un diálogo, ¿no? ¿Qué reflexiones usted en esta obra podemos recoger aquí en América? Dans une œuvre théorique du droit, quelles choses on peut accueillir pour l'Amérique de son livre? Quels éléments on peut accueillir Voilà, je n'aurais pas la prétention de dire, moi, quelles choses sont bonnes pour l'Amérique ou l'Asie. C'est éventuellement à vous à le faire, et je me réjouis beaucoup. D'ailleurs, c'est un grand cadeau pour un auteur comme moi, des traductions de mes livres qui ont été faites, il y en a déjà certaines, et d'autres en cours. Donc c'est évidemment ça, le premier élément de la dialectique ou du dialogue, c'est la traduction. J'ai aussi écrit un livre sur la traduction pour dire que c'est l'opération la plus utile dont nous ayons besoin dans un monde global. C'est le premier acte, la première étape pour l'échange des idées. Maintenant, voilà, je vais arrêter de faire le modeste et dire, bon, je pense que la théorie du droit que j'ai pu développer avec Michel van de Kerkhove est fondamentalement une théorie dialectique du droit. Et au-delà même du droit, je pense que la dialectique est une philosophie extrêmement féconde dont nous avons besoin pour comprendre la réalité. Je pense que la dialectique, c'est une méthode, c'est une éthique, et je n'en vois pas de meilleure. À condition qu'il s'agisse d'une dialectique sans synthèse, c'était votre question, parce que Hegel a prétendu faire une dialectique avec synthèse, où l'histoire trouverait à s'expliquer dans une rencontre ultime entre la réalité et la raison. Et donc, au fond, le philosophe Hegel croyait avoir le fin mot, le mot ultime, l'explication du devenir historique. Et c'est une prétention folle et très dangereuse, parce que lorsque d'autres le lisent d'un point de vue pratique et politique, comme l'a fait Marx, cela donne des idéologies et des pratiques politiques extrêmement efficaces, mais virtuellement totalitaires. Si l'on croit que l'histoire a une direction nécessaire, et qu'en plus on prétend connaître le but de cette évolution, et qu'en plus on prétend influencer la réalité pour réaliser ce but, on n'est pas loin d'un projet totalitaire. Donc ce n'est pas ça que je veux. La dialectique est sans synthèse, mais la dialectique, c'est la plus belle des philosophies. Et je la résume dans une phrase qui dit « Il y a toujours de l'un dans l'autre ». Il y a du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin, la vie et la mort, le jour et la nuit, l'été et l'hiver sont des polarités différentes, mais reliées. Et l'un est nécessaire à l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est alors une philosophie magnifique aussi du point de vue de l'éthique, parce que si vous croyez à la dialectique, vous êtes convaincu que les identités ne sont pas absolues et que les différences entre ces identités sont elles-mêmes seulement relatives. Pour reprendre mon exemple, le masculin n'est pas le féminin, et je crois que la théorie des genres qui voudrait dire que la distinction entre masculin et féminin n'est pas nécessaire est une théorie dangereuse. Je pense vraiment que le masculin est différent du féminin, mais ils sont complémentaires et surtout il y a de l'un dans l'autre, ce qui fait que nous sommes à la fois semblables et différents. Nous sommes à la fois semblables et différents. Alors, cette pensée dialectique est aussi une pensée de l'histoire et du mouvement, parce que ces interactions ne sont jamais écrites à l'avance. La dialectique est sans synthèse, et donc personne ne peut à l'avance prédire le mouvement, mais nous sommes sûrs que du mouvement il y a, et même ce qu'on peut appeler des propriétés émergentes, c'est-à-dire du nouveau, qui surgit de la dialectique entre l'un et l'autre. Eh bien, Michel van de Kerkhove et moi, nous avons essayé d'appliquer ce modèle de pensée à la théorie du droit, qui a trop longtemps été paralysé par des combats stériles entre des écoles de pensée opposées.
Et vous savez comme moi que la plus célèbre de ces écoles de pensée opposées, c'est positivisme juridique contre droit naturel, ou jus naturalisme. Alors qu'il est impossible de pratiquer le droit sans mettre en œuvre des valeurs qui débordent de loin la lettre de la loi, et à l'inverse, il est totalement impossible de croire au droit naturel sans prendre au sérieux le droit positif des États. Donc, au fond, plutôt que d'une opposition stérile entre deux mondes soi-disant différents, il faut penser leurs interactions. C'est un exemple, mais il y a d'autres exemples de couples d'opposition en droit. On peut dire aussi le réalisme contre le normativisme, et bien d'autres qui gagnent à être pensés dans leurs interactions. Et les découvertes les plus intéressantes qu'on peut faire se situent toujours dans l'entre-deux, à l'endroit de tension maximale entre deux thèses opposées, qui ne représentent chacune qu'une moitié de la vérité. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on doit comprendre les processus dialectiques avec l'interaction? Oui, je vous l'ai dit, la dialectique est mouvement, elle est interaction, elle est discussion, conflit. La réalité n'est jamais statique, c'est la mort qui est statique. La réalité n'est jamais statique et donc la transformation est permanente. Et il faut comprendre les forces en œuvre qui expliquent cette transformation. Par exemple, pour revenir à une question juridique, la question de l'interprétation de la loi par le juge. De nouveau, nous avons deux théories radicalement opposées. La théorie classique qui prétend que le rôle du juge est nul et que le sens de la loi est entièrement et pour toujours déterminé par le législateur. Et puis la théorie opposée qui considère que par elle-même la loi n'a pas de sens et que c'est le juge qui, dans chaque affaire, par son interprétation de la loi, dit le sens de la loi. Eh bien, ce sont deux demi-vérités. Il y a du vrai dans les deux théories, mais elles sont fausses si elles prétendent écarter la théorie opposée. Et donc, ce qu'il faut arriver à penser, c'est l'interaction, le processus dialectique, c'est-à-dire comment le juge peut-il être fidèle à la loi tout en l'améliorant, tout en l'actualisant au regard du cas particulier. Voilà. Profesor, usted en esta conferencia Dans cette conférence, tocó un punto sobre un point sobre la estática sur la statique y la dinámica et la en el dynamique derecho. dans les droits. Mencionó a Kelsen, Vous parlez de Kelsen que estaba él preocupado por esto. qui a été préoccupé pour ça. Ahora, la pregunta, La question, ¿cómo lidiar entre lo estático? Porque hay cosas comment faire entre les statiques et que hay les cosas autres choses. estáticas en el derecho y también estáticas usted en el droit. advierte una dinámica. Mais vous parlez d'une dynamique aussi. Oui, alors il faut savoir que Kelsen défend l'interprétation dynamique du droit dans un sens très particulier par opposition au droit naturel. Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il dit le droit naturel est une pensée juridique statique parce qu'elle se contente de développer ce qui était déjà contenu dans la règle supérieure. Par exemple, il ne faut pas nuire à son prochain, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Tandis que pour Kelsen, le droit positif est dynamique au sens où il met en place une procédure de création des règles de droit par degré. Il est dynamique au sens où il ne se préoccupe pas du contenu, mais il met en place une procédure de délégation de pouvoir qui permet de créer du droit, qui peut avoir n'importe quel contenu, depuis la Constitution jusqu'à l'acte juridique individuel, en passant par tous les niveaux intermédiaires. Donc ça, c'est la conception de Kelsen, dynamique statique associée à droit naturel et droit positif. Voilà. Alors, bon,
Je suis pas d'accord avec Kelsen au sens où, d'une part, le droit positif il est faux de dire que le droit positif peut présenter n'importe quel contenu, et j'en veux pour preuve le fait que certaines dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être modifiées, même par un Parlement unanime. Ce sont des normes constitutionnelles indérogeables, comme la forme républicaine de l'État en France ou les libertés publiques en Allemagne. Voilà. Donc, et par ailleurs, je ne suis pas d'accord non plus avec Kelsen quand il dit que le droit naturel se borne à répéter ou à développer un commandement qui est écrit de toute éternité dans le principe moral supérieur. Je ne suis pas d'accord parce que nous voyons bien que tout système moral évolue avec le temps, oui. Et d'autre part que même à un instant précis, lui aussi demande à être appliqué au niveau du cas particulier. Donc même dans un système de droit naturel, il y a des mécanismes pour passer du principe très général à la solution du dilemme moral, du cas de conscience particulier. Voilà. Et dans autre lieu, dans les livres ou pyramides au réseau des Janois, est-ce qu'il y a une transformation sur les conceptualisations du droit et est-ce qu'il a changé quelque chose? Donc votre question est de savoir si la pensée de Michel van de Kerkhove et de moi-même s'est transformée, a évolué depuis le premier livre Jalons pour une théorie critique du droit, qui a été traduit d'ailleurs en espagnol, et le livre plus récent de la pyramide au réseau. Alors, oui et non. Heureusement, il y a des transformations, sinon ce serait toujours le même livre. Mais, donc je vais d'abord dire ce qui n'a pas changé. La philosophie dialectique de base n'a pas changé, même si celle-ci n'était pas consciente aussi fortement dans les premiers livres que dans les derniers. Donc c'est progressivement que nous avons pris conscience que la philosophie que nous utilisions était de type dialectique. Mais donc celle-là reste la même. Par exemple, la position sur la question de l'interprétation du juge ou sur la question de la validité ou encore sur la question de l'interdisciplinarité, en gros, la conception n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est une meilleure conscience de la philosophie dialectique, et deux, surtout le livre Pyramide et réseau est un livre plus appliqué à la réalité. Nous avons essayé de nous franchir le gouffre entre une théorie très abstraite et une science du droit appliquée. Donc nous avons essayé de prendre en compte les transformations actuelles du droit et de l'État. Et le modèle du réseau est notre instrument de pensée pour saisir ces transformations. J'ajoute qu'il y a dans Pyramide et réseau un chapitre 9 de type éthique et politique qui est totalement absent des livres précédents et qui est l'amorce d'une pensée d'éthique juridique. Voilà. Bien, profesor, ya por último, porque el tiempo es corto y nos apremia a todos, de su obra, de su trabajo intelectual, ¿qué sigue en los próximos años? ¿Qué vamos a ver hacia adelante? Je n'ai pas compris. Quelle est la question pour les années futures? Oui, pour les années futures. Quels sont de tu trabajo? De son travail, oui. De son esprit. D'accord, ok. Eh bien, merci de la question. J'ai deux chantiers, j'ai deux livres en préparation. Le premier concerne un domaine dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, qui est droit et littérature. Vous savez que je travaille depuis 15 ans sur cette manière originale de faire de la philosophie du droit, qui est droit et littérature. Je prépare un livre de philosophie du droit sur ce domaine et qui aurait pour titre « Critique de la raison narrative ». Critique de la raison narrative, qui voudrait montrer que le récit et l'imagination est à la base à la fois de nos découvertes scientifiques et de nos intuitions morales. Et donc montrer l'importance de la littérature comme exemple réussi de récits de fiction qui peuvent inspirer
ou notre mode de connaissance de la réalité, ou nos jugements normatifs, éthiques sur la réalité. Donc ça, c'est un chantier. Et alors, dans le domaine de la théorie du droit plus classique, je travaille fortement à un livre qui a pour titre « À quoi sert le droit ?» La question se pose aujourd'hui dans le cadre de la concurrence des normativités. Nous voyons que le droit est concurrencé par toutes sortes d'autres normes techniques, financières, managériales, morales, politiques. Y a-t-il encore une spécificité du droit? Y a-t-il encore une plus-value du droit? Ou bien le droit sert-il d'instrument, et seulement d'instrument, pour toutes ces autres normativités extérieures? Donc je pose brutalement la question, dans le cadre de la concurrence des normativités, y a-t-il encore, oui ou non, une plus-value pour le droit? Donc, à quoi sert le droit? Oui, je crois que c'est une question très intéressante, surtout par exemple dans l'actualité pour l'architecture financière internationale. Donc, oui, qu'est-ce qu'on peut, voilà, peut attendre de l'État, voilà, de la réglementation voilà, financière, par exemple? Voilà. Est-ce que le droit est uniquement au service du marché, ou bien est-ce qu'il est encore en mesure d'imposer des cadres pour la protection du consommateur, de l'épargnant, de la dette publique, du bien commun, de l'intérêt général? Oui. Voilà. Autrement dit, qui dans le monde global prend en charge le souci du bien commun ou de l'intérêt général? Bon, merci beaucoup, c'est très gentil. Pues muchas gracias, profesor, por este tiempo, por estas preguntas. Merci beaucoup pour Y la esperamos question. seguir viendo que venga más seguido a México. Gracias por sus preguntas. No, merci beaucoup, nosotros Voilà. très contents. Ce dialogue concernant certaines hypothèses que j'ai eu l'occasion de formuler et qui gagnent beaucoup à être confrontés dans le monde global qui est le nôtre à des réalités différentes et des enjeux politiques différents. Et donc depuis 24 heures que je suis au Mexique, je me rends compte combien il est nécessaire, à l'époque du droit global, de voyager pour prendre en compte ces réalités d'une théorie qui doit éviter d'être une théorie en chambre. Bien, profesor, en primera instancia, En premier lieu, queremos saber cuál es la situación nous voulons savoir quelle est la situation du droit au Belgique. Así es. ¿Cómo está el derecho en Bélgica? ¿Qué hay? ¿Qué se La las situation actuelle du novedades? droit Oui. à la Belgique. Écoutez, je ne vais pas vous parler des problèmes linguistiques de Belgique, qui est un État qui a des difficultés à développer son fédéralisme. C'est d'ailleurs une situation plus générale en Europe. Vous avez vu aussi bien l'Écosse qui a failli obtenir son autonomie il y a quelques semaines. Y estamos con el profesor François Ost, que nos visita desde Bélgica, desde este país que ha producido cosas muy interesantes
Para el derecho, c'est la situation de la Catalogne, c'est la situation de l'Italie du Nord. Donc nous voyons que toute une série de vieux États européens sont travaillés par des mouvements séparatistes. Mais bon, je suppose que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Je dirais que la situation du droit en Belgique est assez typique de celle d'autres pays occidentaux, c'est-à-dire des pays qui ont un modèle juridique hérité de la grande tradition positiviste, codificatrice des codes Napoléon, et qui est confronté aujourd'hui à la réalité d'un monde qui devient un monde global et fort. para ello nos encontramos presentes. Buen día, soy Miriam Chaverría, estudiante de la Facultad de Economía y estoy muy contenta de participar en esta entrevista. Muy bien, pues su servidor Carlos Ariel Lim, y el día de hoy pues cedemos la palabra al profesor François Aust para que nos pueda decir un poco de su trayectoria. La dinámica muy sencilla: yo hablo en español, nuestra compañera Miriam nos traduce y el profesor nos va a contestar. Profesor, bienvenido. Merci, merci de votre accueil et je suis très heureux de participer à cette